Et on me fait signe que c'est parti, donc la conférence va commencer, les chemins de la transmission de l'histoire des Tupuna. Maintenant, je vais laisser donc les intervenants commencer. Yorana Tato, bonsoir tout le monde. Donc, nous recevons donc sur ce Pepe Ahiro, l'auteur de Tupuna, Voyage sur les traces des ancêtres de Tahiti et dans les îles, donc paru aux éditions Vent des Îles, Moehari Darius. Nous avons également Myriama Bono, directrice du musée Tahiti et des îles et ancienne déléguée générale du FIFO, Festival international du film océanien. On n'en a pas parlé pendant le brief, mais je pense que ça fait partie notamment d'un des chemins de la transmission de l'histoire et d'histoire de l'Océanie notamment. Et Viri Teimana Yorana, directeur donc du CMA, Centre des métiers d'art de la Polynésie française. Donc, ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est cet ouvrage que j'ai eu l'occasion de décortiquer hier lors de la rencontre avec Moehari déjà, sur les Tupuna. Et aujourd'hui, donc, le thème est les chemins de la transmission de l'histoire avec un grand H de nos Tupuna. Et avant de tourner un peu autour de la thématique, je vais me permettre un peu de revenir sur une des réponses que Moehari m'a donnée hier lorsque je l'ai interviewée. Elle nous disait qu'elle n'avait jamais appris finalement son histoire à l'école et qu'il a fallu qu'elle s'inscrive à un DU, donc diplôme universitaire sur les patrimoines naturels, culturels et historiques polynésiens à l'université de la Polynésie française. Et je m'adresse donc à Myriama et Viri. Est-ce que vous, dans votre histoire personnelle, il y a eu aussi ce vide, puisqu'elle a parlé de vide hier, concernant la transmission de notre histoire avec un grand H, et comment, s'il y a eu ce vide, est-ce que vous avez fait pour en apprendre davantage sur cette histoire? Commence par moi. Les dames d'abord, alors. D'accord. Oui, alors moi, je pense comme beaucoup de Polynésiennes de ma génération, je n'ai pas appris l'histoire de la Polynésie à l'école. Et je crois que le vide ne sera jamais terminé d'être comblé, parce que de toute façon, que ce soit pour l'histoire de la Polynésie ou pour les choses en général, on finit jamais d'apprendre. Et par contre, en fait, dès enfant, dès toute petite, j'ai toujours été passionnée par l'histoire avec un grand H. Donc du coup, à l'école, j'apprenais beaucoup l'histoire de France, l'histoire d'Italie, enfin voilà, l'histoire d'Europe. T'as appris tous les présidents de l'Europe. Ouais, moi, mais bon, voilà, il se trouve que mon papa est d'origine italienne, donc je me suis beaucoup passionnée pour la Renaissance, je dois dire. Et comme beaucoup de Polynésiens aussi, c'est en fait en partant faire mes études en France. Donc j'ai fait des études d'architecture où l'histoire de l'art et l'histoire en général sont quand même des notions qui sont très présentes. Et je me suis rendu compte que je ne connaissais pas l'histoire de mon pays, parce que forcément, quand on m'a demandé un peu de développer sur la Polynésie, je me suis rendu compte que j'avais quelques notions quand même, comme beaucoup de gens et comme les gens qui s'intéressent à l'histoire, mais très peu. Et donc, c'est au travers des livres que petit à petit, je me suis réappropriée, ou en tout cas, j'ai découvert l'histoire de la Polynésie. Alors j'ai la chance d'avoir un père qui fréquentait beaucoup le salon du livre notamment, et donc il y avait beaucoup de livres chez moi, donc notamment l'encyclopédie de la Polynésie ou les atlas. Donc on avait quand même une bibliothèque qui, je pense, est plus fournie que la moyenne des Polynésiens à la maison. Donc j'ai eu accès à beaucoup de ces livres. D'ailleurs je les lui ai piqués depuis, ils sont toujours chez moi, ça fait 20 ans maintenant. Et puis par contre, n'étant pas locutrice du tahitien, c'est vrai qu'après, en posant, j'ai eu beaucoup de mal en fait à trouver de l'information auprès des personnes et pas que dans les livres, parce que c'est vrai que encore aujourd'hui, mais bon, quelque part de moins en moins grâce à l'arrivée d'ouvrages comme celui-ci, la transmission se fait quand même beaucoup de façon orale et souvent par les locuteurs du tahitien, et donc quand on n'est pas locutrice, c'est compliqué. Donc c'est aussi, on reviendra sur ce sujet je pense, mais une des raisons aussi de l'implication, de mon implication au sein du musée et du FIFO, c'est qu'évidemment je pense que c'est nécessaire de rendre l'histoire la plus accessible possible, en tout cas à ceux qui se posent des questions. Voilà. Petit brief rapide. Non, moi j'ai eu la chance d'avoir un père qui parlait que le tahitien et une mère qui parlait que le pomtou. Et de rencontrer des gens qui ne parlaient pas le français, parlaient uniquement dans leur langue, avec leur humour, avec leur façon d'interpréter le temps à travers les oiseaux, à travers les remontas qui sortent de l'eau, à travers des légendes, à travers des histoires de Tupapau. Tout ça englobé font que
on se pose la question lorsqu'on va à l'école, pourquoi apprendre une autre langue, pourquoi apprendre une autre culture? Et là, on fait son chemin de vie hein, à travers ça, et ne jamais oublier d'où on vient. C'est un peu mon parcours, et avoir la chance de rencontrer des personnes ressources et passer énormément de temps à l'OTAC, dans cet endroit, pour justement parler avec les techniciens, retrouver un peu ces moments où on parlait uniquement les langues polynésiennes, que ce soit du Pomtou ou du tahitien. Et tu passais beaucoup de temps ici, tu avais quel âge? J'avais 12 ans. Déjà à 12 ans, tu as fait cette conscience-là alors? Oui, parce que il y a deux manières de voir le monde. C'est à travers sa langue, à travers son histoire, ou alors essayer de comprendre où est-ce qu'on veut nous amener lorsqu'on nous parle de bataille en Europe, lorsqu'on nous parle des guerres, lorsqu'on nous parle de la civilisation, du siècle des Lumières. C'est deux mondes, deux mondes. Donc, c'est un peu tout ça. Aujourd'hui, avec un ouvrage tel que Tupuna, même si là je comprends bien qu'il n'y avait pas forcément ce vide-là, mais finalement ce livre il réunit de manière condensée, et pour éviter, comme disait hier Mouari, de lire 2,5 mètres de livre, parce que voilà, il faut en lire quand même pas mal pour pouvoir condenser tout ça. Qu'est-ce que ça peut représenter aussi pour vous d'avoir un livre qui est digeste aussi, et qui, de manière factuelle, très bien, moi je trouve qu'il est richement illustré, peut nous parler et peut transmettre justement notre histoire? Ah, je commence aussi. Alors, je pense que c'est la magie des livres. Hein. Il ne faut pas lire qu'un livre, il faut en lire plein, parce qu'il faut aussi confronter les regards. Par contre, c'est vrai que ce livre, le mérite qu'il a d'abord, c'est que c'est le regard d'une Polynésienne. Et ça, c'est important, je pense, hein, aussi que les Polynésiens questionnent leur histoire, qu'ils aient leur façon de la raconter avec des concepts qui leur sont propres. Déjà, le titre, Tupuna, n'est pas une histoire de la Polynésie, par exemple. Enfin, voilà, c'est révélateur de beaucoup de choses. Et puis derrière, on sent qu'au-delà de l'approche historique, classique, chronologique, il y a aussi toute une approche qui est liée aux légendes, qui est liée, on parlait précédemment de l'indicible, enfin voilà, d'une façon aussi de percevoir le monde par les Polynésiens. Donc voilà, il y a un intérêt indéniable là-dessus. Moi, j'avoue que quand j'ai lu le livre, j'ai deux garçons qui ont 16 et 17 ans, qui sont certainement, de par les fonctions de leur maman et ma vie culturelle, plus avertis que la plupart des enfants de leur âge sur leur histoire. Mais je me suis dit, c'est un livre parfait pour des jeunes gens qui, comme moi à l'époque, s'intéressent à leur culture et qui ont envie de la comprendre. Voilà. Est-ce que ce serait pareil aussi pour des étudiants, de ceux qui sont formés notamment? Oui, bien sûr, pour les étudiants qui fréquentent le CMA, c'est un livre qui va donner des repères dans le temps, et en même temps des notions qui peuvent récupérer le plus rapidement en évitant de regarder dans plusieurs livres. C'est une première approche. Tout le mérite a été de l'écrire, de le proposer. Oui, c'est un outil qui va servir. Aujourd'hui, en fait, ce qui est aussi intéressant, c'est que donc chacun, que ce soit le musée au niveau de l'histoire, que ce soit le CMA au niveau de la formation, de l'éducation, et toi qui professionnellement travailles à RTT, dans le tourisme, comment, parce que le thème, je le redis, c'est on parle de chemin au pluriel. Comment est-ce que vos chemins par rapport à votre profession, vous arrivez à ouvrir en tout cas la transmission? Peut-être qu'on va commencer par toi, parce que tu n'as pas encore parlé, Mouari, par rapport au tourisme notamment. Alors, tout d'abord, je voulais remercier nos invités d'avoir accepté de me rejoindre ce soir dans ce travail, et toi aussi, Oura, d'avoir accepté de
d'animer cette présentation. Donc, c'est vrai que moi, le chemin de la transmission, comme on disait tout à l'heure, bon, moi, je n'ai pas appris l'histoire de mon pays à l'école. J'ai eu, un peu comme Viri, enfant, des transmissions plus partielles que lui, parce que c'était beaucoup plus en français, malheureusement, qu'en tahitien. Mais j'ai des transmissions de légendes, d'histoires. On nous racontait les Tupapau, les requins géants, par des tontons, quand on passait les vacances dans les îles. Donc, cette transmission-là, elle nous habite aussi. Toutes ces histoires font partie de nous. Et c'est, je pense, une des raisons pour lesquelles j'ai essayé... dans cet ouvrage, d'insuffler un petit peu un souffle polynésien, de donner une place aux légendes, parce qu'elles nous renseignent aussi sur une façon de voir le monde qui est différente. Donc, ça a été tout un chemin personnel, cette fois, et pas encore professionnel, je vais en parler juste après, de se dire, bon, eh bien, effectivement, moi, quand j'étais étudiante aussi en France, j'en me posais des questions, et j'étais incapable de répondre, quelle est votre histoire, etc. Enfin, c'était vraiment le brouillard. Donc, d'avoir fait ce chemin, ça m'a pris beaucoup de temps, mais d'essayer effectivement de retracer le chemin des ancêtres. Les livres, c'est un moyen, puisque j'en ai lu beaucoup, l'encyclopédie en premier et beaucoup d'autres livres. Et aussi, tous les voyages que j'ai faits, puisque j'ai la chance de connaître mon pays assez bien en ayant voyagé dans tous les archipels. Et j'ai appris tellement au contact de personnes ressources justement, comme le disait Viri, des responsables de pensions de famille, des personnes qui animent des activités ou des personnes de la famille qui justement ont partagé en français ou dans leur langue justement une partie, on transmet une partie de l'histoire. Et je pense aussi qu'au travers d'autres activités, d'expériences en tout cas culturelles, la danse, j'ai beaucoup appris dans le chemin de la danse. Je trouve que le travail des auteurs est très important à ce titre-là, parce qu'ils nous permettent, je sais que Viri est auteur aussi pour le Heiva, ma maman est auteur aussi, j'ai travaillé un petit peu avec elle sur certains thèmes, et c'est vrai que ça nous donne accès à des légendes, puisqu'on apprend. Moi, j'ai pas appris ça non plus à l'école et j'ai pas appris les légendes spécifiquement non plus. Et c'est vrai que le Heiva nous permet aussi de vivre un instant ces légendes et de découvrir nos héros légendaires. Et moi, j'adore en fait au Heiva découvrir en fait les légendes à travers justement les thèmes et les danses qu'on nous fait, qu'on nous apprend. Et puis il y a aussi, bon, moi quand j'ai fait ce travail dans les livres, au bout d'un moment, j'ai arrêté. Et je me suis dit, tiens, j'avais dit à Christian qui m'attendait depuis qu'il a eu la gentillesse de m'attendre assez longtemps. J'ai fait l'expérience sur Fafaïté aussi. Les associations sont aussi une manière d'approcher la transmission. Et j'étais tellement fascinée par cette navigation aux étoiles. Eric Kahn, d'ailleurs, qui est un de mes professeurs au fameux DU auquel j'ai eu la chance d'assister, comparait la conquête du Pacifique par les Tupuna à la conquête de l'espace. Alors moi, je trouvais ça extraordinaire. Et les livres, c'était bien, mais voilà, j'avais besoin de vivre la culture au dehors des livres, parce qu'elle se vit aussi en dehors. Et j'ai pu passer 3 années en tant que membre actif de Fafaïté, de participer aux rencontres avec les différentes pirogues du Pacifique. Et c'est vrai que dans ces rencontres-là, on voyage aussi quelque part dans le temps, puisque chaque équipage arrive en orero, se présente, chacun dans sa langue spécifique. Il y a des échanges, et par rapport à ce que j'ai pu lire dans les livres sur comment pouvaient se présenter des échanges, des rencontres entre clans, quelque part, ça me faisait aussi voyager. Le fait aussi de me retrouver sur une pirogue au milieu de nulle part, c'était une façon fantastique aussi, je trouve, de se rapprocher un peu des Tupuna. On en parlait hier, on n'a pas encore inventé la machine à remonter le temps. Donc, il y a une part d'inconnu total, il y a une part qui nous échappera toujours. Et je trouve qu'au travers du travail des associations, c'est des personnes aussi qui se dévouent en tant qu'association, donc ils n'ont souvent pas de moyens. C'est le cas des groupes de danse, c'est le cas de beaucoup d'associations qui ont des rôles clés. Là, je parle de Fafaïté, mais Haururu aussi, on peut les saluer, puisque aujourd'hui c'est Matal Inia, et c'est grâce à cette association que ce nouvel an tahitien en fait
est connu. Autrement, il serait peut-être resté au fin fond des livres. Donc voilà, les associations ont un rôle très important, mais c'est vrai qu'elles n'ont peut-être pas toujours les moyens de parfaire cette transmission. Et bon, je vais laisser la parole à mes amis et puis on reparlera du tourisme peut-être après. Voilà. Oui, non, mais à travers l'éventail que tu viens de faire, c'est ce que je me disais, c'est que de toute façon, les chemins de la transmission et de l'apprentissage, ils sont multiples. Hein, donc, on a cité les livres, on a cité les associations, le RIVA. Un musée, c'est un autre outil. Je pense que ce qui est essentiel, en fait, et en tout cas, ce qui peut manquer, en tout cas qui a manqué certainement aux générations précédentes, c'est la disponibilité de l'information. Je pense que ce qui est nécessaire, c'est de pouvoir fournir sous le plus nombre de formats variés l'information pour que les gens déjà puissent la trouver, qu'elle soit accessible. Et ensuite, qu'ils puissent... Il ne faut pas lire, comme je disais, qu'un seul livre. Il y en a beaucoup à lire. Moi, je pense qu'il me reste encore beaucoup à apprendre, et à nous tous aussi. Des fois, on a des gens qui viennent au musée et qui nous disent qu'ils aimeraient tout comprendre de l'histoire de la Polynésie en venant au musée. Ça ne se passe pas comme ça. Et on n'a pas de recette miracle. Et ce n'est pas possible d'apprendre toute la culture ou l'histoire d'un pays en 2 heures ou en 3 heures. Par contre, pour venir sur le musée, parce que je pense que c'est le sens de ta question, le rôle du musée, c'est de donner des bases, c'est de donner un socle, et qu'après, en fait, chacun puisse s'y nourrir, repartir avec des réponses, mais aussi avec d'autres questions, parce qu'on n'aura certainement pas toutes les réponses à toutes les questions. Et donc, il y a un travail d'inventaire, en fait, qui doit être fait, mais pour avoir une note positive, parce que moi, je suis toujours quelqu'un de très positif. Je sens en tout cas, alors que ce soit au niveau des scolaires, des jeunes ou même du public qui soit polynésien ou des gens qui viennent, des visiteurs, des touristes, qu'il y a une soif de connaissance, une envie d'apprendre, une envie sincère. Hein. Je sais que depuis que le musée est fermé, les gens ont hâte qu'il réouvre. Moi aussi d'ailleurs, j'ai hâte qu'il réouvre. Il réouvre quand d'ailleurs? La question. Il ouvre normalement en septembre 2022. Et s'il n'ouvre pas en septembre 2022, je pense que je vais faire un breakdown. Mais bon, voilà. Non, normalement, il est censé ouvrir l'année prochaine. Mais donc voilà, il y a de multiples façons de pouvoir transmettre, ou en tout cas avoir l'information. Et c'est vrai que Viri en parlait tout à l'heure, la transmission orale également est importante. Et c'est vrai qu'un des freins de cette transmission aujourd'hui, je le citais un petit peu, c'est le fait qu'il y a de moins en moins de locuteurs polynésiens. Et que du coup, moi, je sais que dans mon apprentissage à moi, dans ma connaissance, je le ressens comme un frein. Voilà. Vivi ? Juste, c'était de savoir par rapport à chacun dans son domaine d'activité professionnelle, on va dire, même personnel. C'est comment est-ce qu'on transmet aujourd'hui, par exemple, dans le cadre de l'éducation, de la formation aussi, notre histoire. Est-ce que l'histoire est transmise oui, aux générations d'aujourd'hui? On ne peut pas ne pas parler d'histoire, on ne peut pas ne pas parler du socle de ce qui appartient à ce pays, sans que les élèves, puisque l'idée étant de se servir du patrimoine et pour le re-questionner. Avec des outils traditionnels ou des outils d'aujourd'hui. Donc on peut facilement avoir l'image d'un outil ancien qui est l'herminette jusqu'à un outil d'aujourd'hui qui est le graveur laser. Puisque nous sommes sur, ou alors un routeur pour faire de la gravure du bas-relief ou du haut-relief. Donc il y a ces outils. Il y a cette connaissance du patrimoine. On essaye de faire au mieux, puisque nous avons 2 ans pour leur inculquer les repères dans le temps et dans l'espace du patrimoine polynésien et arriver rapidement sur comment eux vont avoir un esprit critique et quelle est leur proposition aujourd'hui en tant que Polynésiens de ce 21e siècle.
on est sur cette démarche et on essaye de mettre tout ce qui peut être mis, que ce soit des éléments filmés, que ce soit des textes sélectionnés, que ce soit des expérimentations de couleurs, de peinture, pour qu'il y ait une expression libre et arriver à comprendre quelle est leur sensibilité par rapport à des thématiques bien spécifiques. Tout ça pour arriver à en faire des plasticiens, à en faire des designers, à en faire des gens qui vont nous proposer des œuvres inédites. C'est un grand travail. C'est un grand travail parce que à chaque fois, il a été question de parler au niveau du conseil d'administration que la pratique culturelle et son développement à travers les arts plastiques, généralement, se fait post-baccalauréat. Et ça dure à peu près 5 à 6 ans post-baccalauréat. Et là, on est encore sur des diplômes de CAP, Bac Pro, en 2 ans. Donc, on doit tout faire en 4 ans. Ce que les enfants en 6 ans après le baccalauréat. Donc, c'est un travail très difficile. On ne voit que le résultat à la fin et pas toute la sueur des mois passés, le stress et tout le travail accompli par une équipe très réduite avec des moyens très limités, moyens financiers et généralement on voit le résultat. Quand même, les coqs sont d'accord avec toi. Les coqs sont d'accord, ils se révoltent. Ouais. Donc c'est un travail très long, mais très important. Justement, quand tu parlais donc de ce brevet polynésien, là, je sais que tu reviens de Farihape, vous retournez à Farihape. Ce genre d'immersion que tu fais, que vous faites avec les élèves aussi, c'est un moyen pour revenir sur ce chemin-là de la transmission? Oui, nous prenons sur l'année 15 jours pour être isolés et être en montagne, puisque l'association Haruru a eu la gentillesse à chaque fois de nous laisser pendant 15 jours le site de Farihape. Et nous prenons le temps de discuter, de revoir ce qui a été vu en cours et surtout sur des notions, sur ce qu'ils ont pu mémoriser. Donc, et en même temps faire avec eux un travail beaucoup plus de proximité, avec une attention beaucoup plus particulière sur un travail défini dans le temps, puisqu'on n'a que 15 jours pour faire tout ce travail. Et on apprend encore plus au niveau des élèves et qu'eux apprennent dans notre manière de réfléchir et dans notre manière d'aborder des thématiques qui nous sont chères et des thématiques qui sont importantes. Quelles sont ces thématiques-là, si tu devais... Les thématiques, c'est sur le patrimoine d'abord. La thématique du patrimoine, bien sûr, ce patrimoine, c'est à travers les histoires, les légendes qui ont façonné notre groupe, on va appeler ça, pour ne pas dire notre société. Ce qu'ils ont compris ou pas compris, sur par exemple la société. Nous avons abordé dernièrement la société Arioi. Qu'est-ce qui caractérisait ce groupe d'individus et quel était leur travail. Donc ils ont déjà vu en cours toute cette partie et immergé à Farihape, c'était revenir sur ça pour essayer de comprendre ce qu'ils ont pu retenir. Et en même temps, nous sommes, puisque Farihape va devenir au fur et à mesure un centre d'immersion, en train de travailler sur des forêts. C'est
des espaces réservés justement au Alieu, et après un autre espace réservé à la médecine, un autre sur les langues. arts, Oui, il y a aussi les langues, je crois. et sur les langues et les conceptions polynésiennes. Donc c'est un long travail qui vaut la peine, et toute l'équipe du CMA est mobilisée en permanence sur cet objectif, d'amener à la compréhension du patrimoine et à ce qu'ils puissent être des personnes sensibles et capables d'avoir un esprit critique. Pour revenir sur la partie tourisme, toi qui côtoies du coup les professionnels du tourisme, comment eux transmettent aussi cette histoire? Je pense notamment aux pensions, mais pas que, les guides de randonnée ou autres. Comment est-ce que toi tu as pu, puisque tu as été sur le terrain, tu as pu voir cette transmission-là? Alors moi, c'est sûr que c'était un rêve pour moi d'être danseuse, donc ça n'a rien à voir avec le tourisme. Et c'était un rêve pour moi aussi de travailler dans le tourisme. Et donc j'ai pu accomplir ces rêves-là. C'est vrai que mon rôle au sein de l'entreprise où je travaille, c'est de promouvoir les destinations et de les présenter chacune comme des destinations spécifiques. Alors, ce n'est pas difficile chacune est unique. Chacune est unique. Et mon rôle, c'est d'essayer justement de mettre en valeur pour chacune de ces îles ce qu'elles ont d'unique. Maintenant, c'est vrai que ça a été un grand plaisir pour moi en voyageant dans les archipels de rencontrer tout un tas de personnes. Et Pascal, que je vois là, fait partie de ces personnes qui m'ont appris des choses, qui m'ont transmis des connaissances, des savoirs sur l'histoire ou sur des langues ou sur une tradition ou plusieurs. Donc, moi, je suis convaincue qu'effectivement, le tourisme est un vecteur aussi de transmission. Donc, il y a des guides qui vont être des personnes qui ont un vécu, un peu comme Billy, dans la langue, dans la culture polynésienne depuis petit, et qui vont le transmettre naturellement. Moi, je pense comme mon compagnon Olivier Lenoir, dans ses tours, tes enfants ont fait l'expérience. Et c'est vrai que même quand on est haïtien, on apprend plein de choses dans ce genre de tour. Des personnes dans les îles aussi, je pense à Éléonore de Evovet, je suis allée il n'y a pas très longtemps et elle a un talent pour transmettre tout un tas de choses. Et après, bon, effectivement, la qualité d'information en fonction des guides est un peu inégale. Parfois, on va avoir des gens fantastiques et parfois, on va avoir des personnes qui savent, soit qui disent rien, parce qu'ils ne savent pas quoi dire, soit qui vont raconter des choses pas tout à fait justes. Et on ne peut pas, d'une certaine manière, le leur reprocher parce que acquérir ces connaissances, c'est pas simple. Moi, j'en ai fait l'expérience. Il a fallu que je lise beaucoup de livres ou que j'aille en cours du soir à l'université. Et c'est pas forcément un chemin facile quand on est dans les îles, etc. Et moi, je crois que clairement, même si on n'a pas forcément accès à tout ça, rien que d'être soi-même, quand ces personnes-là grandissent dans une langue ou une culture spécifique, rien que de transmettre comment ils vivent, comment vivent leurs parents, leurs grands-parents, rien que ça va intéresser nos visiteurs. Et j'ai été marquée il y a des années de ça par un Maori qui était venu, alors je ne sais pas si vous l'aviez rencontré aussi, qui s'appelle Mike Tamaki, et qui disait « Nous, Polynésiens, nous sommes des storytellers ». Et ça m'a beaucoup marqué parce qu'il expliquait que on peut avoir un joli paysage, mais voilà, c'est un paysage comme un autre, aussi joli qu'un autre peut-être, ou plus beau parfois que d'autres, mais ça reste un paysage. Le talent qu'on peut avoir, c'est de dire que derrière ce paysage, il y a une histoire fantastique. Et je donne un exemple, c'est quelqu'un qui m'a vraiment marqué. Mike Tamaki, qui donc est un professionnel et qui a un centre. Oui, c'est ça, en Nouvelle-Zélande. Et je donne un exemple tout simple parce que c'est quelqu'un qui m'a vraiment marqué. Donc, dans le livre, il y a un endroit où on présente cette photo, où on voit les rayons du soleil, voilà, qui percent la brume. Et si j'en crois Te Wira Henry, elle explique qu'en fait, quand on voit ces rayons du soleil qui percent la brume, en réalité, ce ne sont pas des rayons du soleil. Ce sont les liens que Maui a attachés au soleil lorsqu'il a ralenti sa course. Et voilà, et je pense que Mike Tamaki ou d'autres sont des personnes qui sont inspirantes parce que c'est vrai que c'est ce qui va donner de la profondeur en fait à un simple paysage.
ou à une personne, que les personnes sortent de la honte d'être eux-mêmes et qu'ils aient de la joie à raconter, mon grand-père, ma grand-mère, mon papa, ma tati, et un mode de vie traditionnel des îles. Après, pour ceux qui n'ont pas eu accès à cette vie-là, effectivement, il y a un travail de formation qui doit être fait au niveau des guides, effectivement. Alors, je sais qu'il y a des formations, hein, je ne les connais pas bien, donc je ne peux pas en juger, mais je suis convaincue qu'effectivement, on a la culture a un rôle important à jouer dans le tourisme. Et c'est vrai que les personnes qui viennent jusqu'ici, ils viennent parce qu'on a des très beaux paysages, mais le temps où les gens ont voyagé si loin juste pour voir un joli paysage, il est fini. Les gens viennent pour rencontrer des personnes, pour apprendre des choses. Et là, on a un rôle à jouer. Et c'est vrai que aujourd'hui, on est dans une société où on est extrêmement occidentalisé et où, par l'effet de l'histoire, on s'est un peu détourné des traditions. On s'est dit, oh là là, ça c'est des trucs des vieux, ça ne nous intéresse pas. Mais au contraire, je pense que les gens viennent de loin pour découvrir ces choses-là. Donc c'est important de leur donner leur juste place, qu'on puisse parler d'une plante et de son rôle dans la société ancienne ou dans la société actuelle, qu'on puisse parler de la Oteti, de ce qu'on peut faire avec telle ou telle plante ou objet. Enfin, voilà. Je pense qu'on a beaucoup à raconter. On est des storytellers, très certainement. Et il faut qu'on retrouve cette place, parce que c'est un peu inégal aujourd'hui dans notre secteur. Voilà. D'ailleurs, ça me fait penser à Taika Waititi qui a écrit et scénarisé Jojo Rabbit, qui, lorsqu'il a justement été chercher son Oscar, a parlé exactement de ce sens-là, en disant que voilà, on était les premiers en fait storytellers et qu'il fallait qu'on soit beaucoup plus nombreux à être ainsi. Tu parlais de transmission, il y a beaucoup de gens qui viennent de loin. Moi, je suis venue d'ici pour aller voir notamment le Maroura à Paris. Et quelle chance. Oui, donc je l'ai vu, ce Maroura. Bon, c'était pas prévu, mais j'ai fait en sorte d'aller le voir. Tu en as profité. J'en ai profité, et justement cette voie de la transmission là aussi, j'aimerais qu'on parle de la partie un peu numérique. Moi, j'étais hyper émue, notamment. Alors pour ceux qui iront voir, ou peut-être quand ça va arriver, puisque ça va arriver, ce sera la même chose. Quand vous visitez en fait cette aile du musée du Quai Branly où il y a le Maroura, toutes les il y a des QR codes et tout a été traduit en tahitien. C'est-à-dire en fait vous pouvez télécharger, et ça je trouve ça inédit, les explications, et ce n'est qu'en tahitien. Et moi j'étais hyper émue d'entendre en fait, et bon en fait j'ai même pas eu besoin de lire puisque je comprenais et je regardais les objets en même temps. Déjà revenir sur ça, c'est-à-dire que quand on pense qu'on nous a interdit de parler cette langue et qu'on se retrouve à Paris en plein cœur, donc à côté de la Tour Eiffel, on entend pour cette exposition dans ce musée-là du tahitien, voilà, c'est quoi le fond de la chose et comment est-ce qu'on arrive justement à transmettre aussi au travers de la langue? Je pense que justement, je parlais de façon positive de tourner les choses aussi. Hein. Moi, je le disais, je ne suis pas locutrice, mais ce n'est pas parce que je ne suis pas locutrice que je ne suis pas convaincue que c'est important de parler le tahitien. Et je pense qu'on n'a pas de prise, ou très peu, sur le passé, mais par contre, on a toute la prise sur l'avenir, parce que c'est nous qui allons construire demain. Donc, il se trouve que dans le futur musée, ça n'aurait pas de sens, évidemment, que les langues polynésiennes, et je dis bien les langues polynésiennes, ne soient pas présentes. Alors, c'est un gros enjeu, hein, c'est beaucoup de travail. Et quand j'ai échangé sur ce sujet avec les équipes du musée du Quai Branly, quand je leur ai dit à quel point c'était important pour nous, et difficile aussi, est venue naturellement la question de pourquoi on ne le ferait pas pour l'exposition du Maroura au musée du Quai Branly. Et donc tout de suite, je leur ai dit, oui, faisons-le. Donc on a fait. Et c'est vrai que, bon, évidemment, il y avait déjà eu d'autres langues dans des audiovisuels ou dans des supports dans ce musée, lors d'expositions. Mais c'est la première fois qu'un support d'audio-guide est conçu complètement dans la langue d'origine du pays dont on parle. Donc, j'avoue, j'étais pas peu fière quand même. Et j'en suis particulièrement heureuse, oui, parce que même si au final, je suis contente que tu aies téléchargé l'audio-guide, j'aimerais bien savoir combien de personnes le téléchargeront. Tu peux regarder sur le site. Voilà, pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez aller sur le site. On l'a rendu du disponible, musée on a demandé, et vous pouvez tout télécharger. En fait, vous pouvez télécharger gratuitement. C'est ça. Donc, au moment où moi je l'ai téléchargé, il y avait 400 personnes qui l'avaient fait. Ah voilà. Donc du coup, l'idée c'est que les gens puissent avoir l'information. Comme je le disais tout à l'heure, c'est important. Enfin, je pense que c'est vraiment le fondement des choses, c'est rendre disponible l'information.
Ça fait, on le disait tout à l'heure, le numérique, c'est un outil, mais c'est un outil qu'il faut savoir utiliser. Et c'est aussi le sens du FIFO. Hein. Il y a un film qui va commencer là tout à l'heure. C'est de pouvoir diffuser les images, de remplir nous-mêmes les canaux, de ne pas laisser les autres parler de nous, mais de parler de nous-mêmes. Et là, c'est pareil. Je pense que, oui, on peut déplorer qu'il y a beaucoup de choses inutiles et stupides sur Internet, mais c'est à nous de mettre des choses intelligentes et qui ont du sens aussi. Donc voilà, il faut rendre l'information disponible. Et pour nous, c'était évidemment important, et c'est la même chose pour le musée. Hein, quand on fait des supports en tahitien, évidemment, ils sont accessibles, téléchargeables, et évidemment, les gens peuvent repartir avec, parce que sinon, ça n'a pas de sens que ce ne soit pas rendu disponible. Donc oui, c'est un des moyens, comme je disais, comme d'autres, et ils sont certainement perfectibles, mais c'est en construisant qu'on change des choses petit à petit. Et toi, par rapport à, juste pour revenir, et on vient de me dire qu'en fait, il nous reste que 10 minutes, même si on a commencé à 50. Désolé. C'est les aléas de la technique, ça a freiné un peu le truc. Mais du coup, Viri, juste pour revenir sur cette partie auteur, est-ce que, au niveau, pas que pour le Hiva, mais juste, parce que, évidemment, on parle du livre, évidemment, on parle de d'écrire, on parle de la transmission, on parle de communiquer avec cette idée qu'il faut qu'il y ait donc un sens commun de quelque chose qui se partage. Donc, en fait, il faut les deux sens aussi. Comment est-ce que toi aussi, dans ton travail d'auteur et puis même peut-être de chercheur, parce qu'il faut pouvoir aussi rechercher quelque chose pour pouvoir l'écrire, tu l'appréhendes? Je crois qu'on on a le socle, on a le papa, hein, on a le patrimoine. Ce qui nous manque, c'est de l'audace. Ce qui nous manque, c'est mettre de l'imaginaire. Ce qui nous manque, c'est de se laisser emporter et faire fi des mauvais commentaires et des critiques et poser ce qu'on a à poser et sourire. Je crois qu'on se retient trop. Bon, ce n'est pas facile. Hein, ce n'est pas facile, mais il faudrait, c'est dans cette logique que je me suis inscrit, c'est de laisser libre création, c'est d'extirper ce qui nous travaille dans notre dans nos tripes, et c'est mettre notre imaginaire au service de nos envies. Je crois puisque le patrimoine est là, parce qu'à force de lire, de chercher, d'essayer de comprendre ce que les anciens ont fait, je crois qu'ils étaient débordants d'imagination, et je crois qu'on s'est un peu fermé on va dire des écluses d'eau vive débordantes. On s'est un peu enfermé pour rester dans cette éducation, rester dans ce bien faire, rester dans ce qu'on nous a. En fait, on nous a tellement conditionné que on a un peu perdu ce côté rêve, ce côté poétique à faire vivre, à faire vibrer et à donner à travers des écrits, à travers la peinture, à travers nos chants, à travers. Je crois que la culture, c'est quelque chose qui se re-questionne en permanence, ou alors d'autres doivent le re-questionner et d'autres n'ont pas à se poser des questions. Ils doivent faire, et après aux autres de comprendre. Enfin, c'est mon point de vue. C'est très bien d'oser faire et de réagir aussi par l'imaginaire. Du coup, comme moi j'ai encore 5 minutes normalement, est-ce que vous aviez des questions dans le public pour nos invités? Je peux faire un petit compliment? Oui, tu peux faire un petit compliment avant, oui. Parce qu'on a parlé des chemins de la transmission. Moi, je voudrais partager aussi un peu un point de vue que Myriam a dit, dans le fait d'être coupé de la langue. Bon, moi, j'appartiens à une famille où j'entends ma maman, ses frères et sœurs, tout le monde parler le tahitien, mais c'est vrai qu'il y avait un conditionnement pour ne pas transmettre.
Et je suis convaincue, plus j'avance sur le chemin des ancêtres, parce qu'on n'a pas fini de le parcourir, que la langue est cruciale et que c'est important de lui redonner sa place. Et la langue et les différentes langues, et c'est ça qui va être un challenge aussi, parce qu'il y a une grande diversité de langues en fonction des îles, des archipels, et je pense que pour les experts, c'est pas simple de trouver les bons chemins ou les chemins pour transmettre toutes ces langues. Dans les chemins de la transmission, il y a aussi le rôle des familles. Alors bien sûr, moi j'appartiens à une génération, j'ai pas appris l'histoire de mon pays à l'école, ma maman non plus, et au-dessus non plus. Donc le chemin de l'histoire, il est un peu compliqué. Par contre, au sein des familles, on peut nous transmettre beaucoup de choses. Bon, moi, j'ai ma maman, j'ai la chance d'avoir une maman qui sait beaucoup de choses. Donc, il y a ce travail de transmission qui s'est fait. Une transmission de sa part en tant qu'érudite, mais une transmission aussi par rapport à comme sa grand-mère est des Australes, d'expressions, comment on dit, sa grand-mère ne parlait pas le français. Donc, quelles sont les expressions qu'elle utilisait, mamamre, quelle était sa façon de vivre, de communiquer, Mauateo, voilà, il y a tout un tas de choses qui sont au sein des familles. Il y a beaucoup d'informations et c'est important de les capter. Donc, ça va être dans les histoires qu'on nous raconte. Ça va être aussi dans les traditions. Moi, j'ai mon compagnon aussi qui est quelqu'un qui est né à Rurutu. Il a grandi dans une famille. Donc, ce n'est pas des personnes pour qui l'école était importante, mais qui sont des puits de savoir juste parce qu'ils sont ce qu'ils sont. Et je pense que c'est important aussi de revaloriser chacun. Faire un livre, c'est bien, mais il ne faut pas que les gens aient honte d'aller vers le livre en se disant « Ah non, moi, je suis nulle, je vais pas, parce que je ne suis pas allée longtemps à l'école, je ne veux pas lire un livre. » Moi, j'ai essayé d'écrire ce livre pour qu'il soit accessible justement à des gens qui ne sont pas forcément très copains avec l'école. Et je pense que les connaissances, un certain nombre de connaissances existent dans notre population, dans les familles, dans ceux qui sont ancrés, et qu'il y a beaucoup de connaissances, mais c'est vrai qu'il y a aussi des anciens qui ont des choses à transmettre. Dans chaque famille, en fait, des rauteti, des légendes, des tressages ou tout un tas de choses. Et encore faut-il qu'ils soient suffisamment valorisés pour que les différentes générations les apprennent et les retransmettent à leur suite. Parce que c'est vrai qu'on a un peu ce sentiment, en tout cas c'est le mien, que quand ces personnes partent, si elles n'ont pas transmis, ben voilà, on perd à chaque fois un pan de notre histoire et de nos savoirs. Et donc je pense que c'est important que chacun se dise qu'il peut agir, chacun dans sa famille, et récolter ces connaissances-là et les retransmettre à son tour. Voilà, ça je pense que c'est important parce que ça, chacun peut le faire. On a le temps d'une interview. Il y a encore 3 minutes pour des questions. 3 minutes. Désolé. Ah ben il y a une question là-bas, voilà, monsieur. Il y a une question là-bas. J'y vais. Hop, tu as 10 secondes pour la poser. T'es chronométré. J'en profite. Merci beaucoup. D'abord, c'était passionnant tout ce que vous avez dit. Et donc, moi, je me posais une question à propos du tourisme et de la transmission. On a beaucoup de touristes qui viennent par des moyens divers et variés, la plupart en avion, et puis une toute petite partie qui arrive en bateau, généralement en voilier. Et c'est sans doute parmi ceux-là qu'on trouve les gens qui ont le plus envie de découvrir la culture, s'ils ont fait un voyage pendant des semaines ou des mois, justement à la voile, comme les anciens Polynésiens. Et comment on peut créer des liens entre cette voile moderne et la voile traditionnelle polynésienne? Peut-être que tu peux parler plus qu'on puisse... Moi, je n'aurais pas forcément la réponse à cette question. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui viennent de très loin et pas forcément en bateau, et qui viennent de loin. Et là, il y a peu de temps, j'ai rencontré des visiteurs qui étaient là pour 1 mois et qui font tous les archipels. Ils viennent souvent d'Allemagne, des Suisses allemands aussi. Donc, il y a certains marchés qui viennent pour une longue période, marché français aussi. Et qui profitent de ce temps-là pour faire un maximum de choses. Pour ce qui concerne les personnes qui viennent en voilier, j'avoue que je ne connais pas bien ce secteur-là, donc je ne préfère pas me prononcer. Je suis désolée, je n'aurai pas une réponse juste à te donner. Il faudrait poser la question aussi aux instances du tourisme, effectivement. Une autre question?
Logiquement, c'est terminé là. Il y a encore Ok. quelqu'un qui. Je suis vraiment désolé. Non, c'est pas grave. Et vous pouvez venir poser des questions à côté. Bien si sûr. vous Oui, voilà, voulez. c'est ça. C'est juste que comme. D'être venu nous Je crois qu'il y a une Comme il y a- projection qui doit C'est ça, il y a commencer. une projection donc qui doit il faut commencer qu'on en plus libère. avec un Voilà. zoom, Oui, avec, c'est ce qu'il faut. Quel C'est pas est de le ma sujet faute. Hein. Quel avec est un le acteur. C'est avec un acteur en fait en Nouvelle-Zélande qui attend C'est ça, il y a pour la faire un projection zoom. de Mahana Ok, de Lita fantastique. Mahori, en Donc, on fait, vous rend avec l'antenne. l'adaptation du Patriarche. Et en fait, il y a une intervention d'acteur juste avant par Zoom. Et c'est Merci surtout en tout ça cas, qui fait ça. Myriama, Mouari, Viri, pour Merci ces à tout le monde. échanges. Des applaudissements, s'il vous plaît. Bravo.